Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Un lundi de juillet 1986, en plein jour et dans un quartier tranquille de Londres, Suzy Lamplugh s'évapore alors qu'elle avait rendez-vous pour faire visiter une maison à un client. Quand elle ne revient pas au bureau, ses collègues s'inquiètent. Le soir même, elle est officiellement portée disparue. Les policiers retrouvent sa voiture à 2 km du lieu de rendez-vous, mais pas de traces de Suzy. Dans son agenda, elle avait écrit le nom du client, un certain Mr. Keeper, qui n'existe pas. Pourtant, des témoins assurent l'avoir vue devant la maison en compagnie d'un homme impeccablement habillé. Est-ce parce qu'elle est belle, jeune? Est-ce le mystérieux Mr. Keeper? Ou bien la réserve polie de ses parents devant les caméras? Quelles qu'en soient les raisons, l'affaire prend une tournure nationale et fait la une de tous les journaux britanniques. L'enquête pleine de rebondissements va mener à un homme qu'on pourrait appeler le Ted Bundy anglais. Je vais vous raconter pourquoi. Mais commençons par Suzy. Susanna Jane Lamplugh, appelée Suzy, née le 3 mars 1961 à Cheltenham, à 175 km à l'ouest de Londres. C'est une ville qui est connue pour des courses de chevaux et ses nombreux festivals culturels. Elle a 3 frères et sœurs. Ses parents, Diana et Paul, joueront un rôle essentiel dans la médiatisation de sa disparition. Elle a une personnalité affirmée qui participe largement à son charisme. On se retourne quand elle entre dans une pièce. Elle a les traits fins, des pommettes rebondies et un sourire hollywoodien. Sur les photos, ses cheveux sont toujours au carré, un carré plus ou moins strict, et elle alterne les colorations brunes et blondes en fonction de son humeur. Elle a travaillé comme vendeuse dans un magasin de beauté sur un bateau de croisière, puis se reconvertit en agent immobilier. En 1986, elle travaille pour Sturgis. Elle vit en colocation à Putney, un quartier calme à l'ouest de Londres, et passe du temps avec son petit ami, un certain Adam. Il n'est pas plus beau qu'elle, mais il a fière allure, des cheveux bruns épais et une mâchoire carrée. Le dimanche 27 juillet 1986, après un week-end à avoir fait la fête avec ses amis, elle passe voir ses parents. Elle vient s'enquérir de comment était la pièce de théâtre qu'ils sont allés voir, car elle leur avait offert des tickets pour le 50e anniversaire de sa mère. Bon, elle leur amène du linge sale au passage. Diana est inquiète à l'idée que sa fille soit surmenée, car elle ne s'arrête jamais. Quand elle n'est pas au travail, elle multiplie les sorties et les activités. Suzy lui répond que la vie est faite pour être vécue. La jeune femme de 25 ans n'a pas le temps de traîner. Le lundi 28 juillet 1986, le soleil éclaire déjà Londres quand elle se réveille vers 8 heures dans son appartement sur la rive sud de la Tamise. Son colocataire la croise ce matin-là avant de partir. Elle lui souhaite une bonne journée et lui dit à ce soir. Vêtue d'une jupe grise et d'une veste sombre, elle enfile des talons et quitte son appartement vers 9h moins le quart. En arrivant au bureau, elle s'acquitte des tâches quotidiennes. Dans son agenda, elle a noté midi 45, Mr. Keeper, 37, Shorewards Road. Est-ce que le rendez-vous a été pris dans la matinée ou dans les jours précédents? On ne le saura pas, mais la maison n'est en vente que depuis une semaine. Suzy a probablement hâte de vendre cette belle maison mitoyenne de 2 étages qui a 2 beaux windows au rez-de-chaussée et au premier étage. Le rêve pour tous ceux qui aiment lire. C'est la maison londonienne par excellence. Devant la façade, côté rue, une minuscule cour de quoi, allez, 4 ou 5 mètres carrés à tout casser. À 12h40, elle monte au volant de la Ford Fiesta blanche de l'entreprise, traverse la Tamise sur le Putney Bridge. C'est, vous savez, le pont d'où partent les courses d'aviron qui opposent les étudiants de Cambridge et d'Oxford. La suite des événements est racontée par les témoins qui seront interrogés par les policiers quand ils feront du porte-à-porte ou quand ils se présenteront d'eux-mêmes au poste de police pour témoigner. Une habitante de la rue Stevenage aperçoit la voiture de Suzy, à moitié garée devant l'entrée d'un garage, vers 12h45. À 12h50, Suzy est vue par un passant à près de 2 km de là, 1,9 km exactement, devant le portail de la maison à vendre au 37 de la rue Shoreholds. Elle semble attendre quelqu'un. Elle aurait donc parcouru ces 1,9 km en 5 minutes, en talons.
Google Maps dit 26 minutes et même si Google Maps exagère toujours un peu, c'est vraiment bizarre. On se dit que l'un des deux témoins doit se tromper. À 13h, le voisin de la maison du 37 rue Charles entend la porte d'entrée se fermer. Il regarde par la fenêtre de son beau window à lui et voit une femme et un homme d'environ 1,80 m, impeccablement habillés dans un costume tiré à 4 épingles. Au même moment, un passant voit la même scène et remarque que l'homme tient dans ses mains une bouteille de champagne. Ces deux témoins seront à l'origine de deux portraits robots très ressemblants qui représentent un homme brun de 20 à 30 ans, les cheveux courts bien coiffés, de corpulence moyenne. Ses sourcils sont imposants en longueur sans être particulièrement larges. Ils sont, je ne sais pas comment dire, mais particulièrement présents. Les policiers ajouteront plus tard qu'il avait peut-être le nez cassé. Entre 14h et 14h30, un conducteur tombe sur une Ford Fiesta blanche qui fait n'importe quoi sur la route près de la rue Charles. Il voit une femme au volant et un homme sur le siège passager. Le couple semble se disputer. Le conducteur doit même faire un écart pour les éviter. Quelques minutes plus tard, un chauffeur de taxi prend un client qui lui raconte avoir vu un couple se disputer au volant d'une voiture près de Charles Road. Pourtant, à 14h, un autre chauffeur de taxi confirme que la Ford Fiesta blanche est toujours garée dans la rue Stevenage à 14h au même endroit. À 14h45, Barbara Whitfield, une amie de Suzy, fait du vélo dans la rue Fulham Palace, à un peu plus d'1 kilomètre de la maison de la rue Charles. Si vous dessinez un triangle, vous avez la rue Stevenage sur la pointe gauche, en bas à gauche, la rue Charles sur la pointe droite et la rue Fulham Palace sur la pointe en haut, au nord. Donc, Barbara Whitfield voit Suzy au volant d'une voiture avec un homme sur le siège passager. Elle racontera plus tard « Je suis sûre que c'était Suzy parce que je la connaissais vraiment bien. À ce moment-là, j'étais persuadée que c'était aussi sa voiture, mais ça aurait pu être une autre qui lui ressemble. Je n'ai pas fait attention à lui parce qu'elle était tournée vers lui et de toute façon, j'étais concentrée sur elle. » Et en effet, il semble que ce soit une autre voiture, car à 15h30, la femme qui a vu la voiture de Suzy garée dès 12h45 rue Stevenage rentre du travail et constate que le véhicule n'a toujours pas bougé, à moitié garé devant le garage de ses voisins. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la Ford Fiesta de Suzy est restée garée au même endroit toute l'après-midi, rue Stevenage, et qu'un homme l'a enlevée dans sa voiture à lui, près de la maison, au 37 rue Charles. Il a obligé Suzy à conduire en la menaçant. Mais ça n'explique toujours pas comment elle a pu parcourir 2 kilomètres entre 12h45 et 12h50. Enfin, je suppose que les témoins ont pu se tromper de 5 minutes. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'elle ait garé sa voiture si loin de la maison à vendre. Alors peut-être qu'elle pensait ne pas trouver de place rue Charles, mais c'est un quartier résidentiel. Et si elle avait bien été enlevée dans sa propre voiture rue Charles et qu'ils avaient changé de véhicule rue Stevenage? Ça voudrait dire pourtant que la voisine rue Stevenage s'est complètement plantée dans les horaires. C'est vraiment étrange. Ne la voyant pas revenir de son rendez-vous et manquer les suivants, son chef et sa collègue s'inquiètent. Ils prennent eux aussi la voiture pour aller voir si Suzy ne se serait pas enfermée dans la maison du 37 rue Charles. Malheureusement, il n'y a personne. Ne voyant pas la Ford Fiesta garée près de la maison, ils retournent à l'agence et appellent les hôpitaux, pensant qu'elle a peut-être été victime d'un accident de la route. En fin d'après-midi, le supérieur de Suzy contacte Diana, sa mère. « Est-ce que vous savez où se trouve votre fille, Madame Lamplou ? Nous nous demandions si elle était peut-être rentrée pour manger. Je ne veux pas vous inquiéter, mais Susanna est allée à un rendez-vous avec un client avant l'heure du déjeuner et elle n'est pas revenue. On veut juste vérifier tous les endroits où elle pourrait être. » À 18h45, il contacte la police. Suzy est officiellement portée disparue. Dans les heures qui suivent, les policiers patrouillent dans l'espoir de retrouver sa voiture. À 22h10, ils la retrouvent, toujours à moitié garée, devant un garage de la rue Stevenage. Le véhicule n'est pas fermé à clé et le frein à main n'est pas enclenché. Le siège conducteur a été reculé, bien trop pour Suzy. Dans la boîte à gants, il retrouve son sac à main et 15 livres en liquide.
Il n'y a ni les clés du 37 rue Charles, ni les clés de chez elle. Les parents de Suzy, inquiets et incapables de rester chez eux à attendre, débarquent rue Stevenage et ratissent les alentours en criant son nom. Ils font même venir les chiens de la famille, ce que je trouve super, avec l'espoir qu'ils retrouvent sa trace, dérangeant au passage le travail des enquêteurs comme ils l'admettront eux-mêmes plus tard. Dans les jours qui suivent, les policiers font du porte-à-porte et recueillent de nombreux témoignages, parfois, comme on vient de le voir, contradictoires. La communauté londonienne et toute l'Angleterre est atterrée par la disparition de Suzy Lamplugh. Les autorités recevront plus de 26 000 infos qu'il faudra trier, vérifier, et ça prend un temps fou. La popularité de l'affaire n'empêche pas les policiers de faire des erreurs, comme le fait de diffuser une photo de Suzy en brune, alors qu'elle s'était teint les cheveux en blond quelques jours avant sa disparition. Donc, dans les premiers jours qui ont suivi l'affaire, même dans les premières semaines, tout le monde a cherché une jeune femme brune, alors qu'en fait, elle était blonde. C'est quand même une erreur importante. Les informations fuitent dans la presse et le grand public apprend bientôt que les enquêteurs ont pu parler avec tous les clients de Suzy, sauf avec le fameux Mr. Keeper. Et à l'adresse que Mr. Keeper a indiquée, il n'y a personne de ce nom-là. En fait, impossible de retrouver un quelconque Mr. Keeper. Son nom ressemble à une blague, à une mauvaise blague, puisque Keeper signifie hareng fumé. Bref, tout le monde comprend rapidement que le client a donné une fausse identité, il n'avait aucune intention d'acheter la maison. Pire, il avait probablement prévu, organisé, prémédité l'enlèvement de Suzy. Sa famille fait rapidement le lien avec un homme dont Suzy se serait plaint. Un stalker, un harceleur qui ne la lâchait pas. Il l'appelait, il lui envoyait des fleurs. Il y avait un bouquet de fleurs de roses qui était arrivé au bureau quelques jours auparavant. Il l'invitait constamment à sortir et elle en avait parlé à ses parents et à son oncle. Elle en avait marre, elle était fâchée qu'ils ne comprennent pas ses refus, mais elle n'a pas dévoilé son identité ou alors ses proches ne s'en souviennent plus. Malgré la mobilisation d'ampleur nationale, les policiers ne retrouvent pas ce mystérieux Mr. Keeper et il n'y a plus vraiment de doute sur le destin tragique de Suzy. En décembre, 4 mois après sa disparition, ses parents créent une association et développent des ressources pour assurer la sécurité des employés au travail, puisqu'elle a été enlevée dans le cadre de son travail d'agent immobilier. En juin 1987, il donne une interview de plus pour la télévision et à ce moment-là, Diana admet qu'elle ne pense plus retrouver sa fille vivante. En octobre 87, les autorités annoncent que les moyens mis dans l'affaire sont revus à la baisse, mais qu'elle reste bien sûr ouverte. Les années passent et le traumatisme reste. Sans corps à enterrer, sans cendres à disperser, les proches de Suzy ne peuvent pas faire leur deuil. En 1988, un journaliste écrit un livre sur l'affaire, mais entre le brouillon qu'il partage aux parents de Suzy et la version finale publiée, il a rajouté des éléments pour faire vendre. Suzy se prostituait, elle était en quête d'une sexualité bien remplie. Bref, ça a tellement choqué que les enquêteurs ont fait savoir que leurs investigations ont, et je cite, juste révélé que Suzy était une jeune femme moderne. On a ensuite accusé l'auteur de faire du victim blaming ou victim shaming. Il n'y a pas vraiment de terme équivalent en français, c'est le fait de mettre la responsabilité d'un crime sur la victime. En 1992, Paul et Diana Lamplugh reçoivent une récompense pour leur travail. En 1993, Suzy est officiellement déclarée morte. En 1995, un autre livre intitulé Démasquer Mr. Keeper désigne un coupable, un dénommé Michael Sands, jugé et condamné 2 ans plus tôt. La police dément publiquement, explique qu'il n'est pas considéré comme un suspect, mais c'est vrai que c'est tentant de l'accuser parce qu'en 1992, il s'est fait passer pour un acheteur potentiel et a enlevé la pauvre agent immobilier Stephanie Slater dans la ville de Birmingham. Il l'a gardée captive pendant 8 jours dans une boîte en bois, oui, vraiment comme un cercueil, et il l'a violée à répétition. Finalement, il l'a relâchée après avoir obtenu une rançon, 8 jours après l'avoir enlevée.
Stéphanie racontera plus tard dans un livre qu'elle avait tenté de créer un lien entre eux, espérant que ce soit plus difficile pour lui de lui faire du mal. 6 mois plus tôt, il avait enlevé et tué Julie Dart, 19 ans. Les enquêteurs pensent qu'il aurait pu s'inspirer de l'enlèvement de Suzy pour enlever Stephanie Slater. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il est toujours emprisonné aujourd'hui à l'âge de 83 ans. Il n'a pas été relâché et vous savez que c'est pas toujours le cas. Et vous allez voir que cette affaire ne fait pas exception. En 1999, un rapport interne de la police londonienne reproche aux enquêteurs la gestion de l'affaire Suzy Lamplugh. En mai 2000, les autorités annoncent officiellement la réouverture de l'enquête avec l'implication de Scotland Yard. À l'occasion de cette réouverture, de nouveaux témoignages viennent compléter les anciens. Des agents immobiliers du même quartier disent qu'un homme est venu les solliciter dans une autre agence en se faisant appeler Mr. Keeper. Il faut être sacrément con ou se sentir complètement hors d'atteinte, comme un homme qui aurait pendant longtemps échappé à la justice. Les enquêteurs sont stupéfaits de prendre connaissance d'un témoignage qui, à l'époque, avait été mis de côté car le témoin disait avoir vu une femme blonde et les policiers pensaient que Suzy était brune. Ce témoin, de nouveau interrogé, faisait son jogging dans un parc qui s'appelle le parc Bishop, dans Londres, dans le même quartier, le jour de la disparition de Suzy. En sortant du parc au niveau de la rue Stevenage, donc à l'endroit où on a retrouvé, vous vous souvenez, la Ford Fiesta blanche de Suzy, il a vu un homme et une femme se disputer dans une voiture. La femme était blonde et la voiture, c'était une BMW de couleur sombre. Il a vu la voiture démarrer brusquement, puis s'arrêter tout aussi brusquement. Plusieurs coups de klaxon, de longs coups de klaxon ont résonné dans la rue. D'où il était, la femme semblait rire, mais il admet qu'elle aurait aussi pu être en train de crier. Le volant était à gauche, contrairement aux voitures britanniques. Ce témoignage semble pertinent. Que faisait la BMW dans la rue Stevenage, à proximité d'où on a retrouvé la Ford Fiesta ? Ça nous ramène à nos deux hypothèses. Soit Mr. Keeper a enlevé Suzy avec la Ford Fiesta rue Charles, puis ils ont changé de voiture pour sa BMW à lui, rue Stevenage, ou alors il l'a enlevé avec la BMW dans la rue Charles, puis ils sont repassés avec la BM rue Stevenage pour faire quoi d'ailleurs? Pour récupérer quelque chose dans la voiture? Le fait que le siège de la voiture de Suzy ait été reculé et le reste des témoignages me font dire que la voisine qui a vu la voiture garée dès 12h45 a dû se planter. Il y a sûrement eu une lutte près du 37 rue Charles après la visite de la maison, probablement dans la Ford Fiesta blanche de Suzy qui a été vue par 2 témoins en train de rouler de manière erratique près de Charles Road. Ils sont ensuite passés par la rue Fulham Palace où ils ont été vus par l'ami de Suzy, puis ils ont rejoint la rue Stevenage où était probablement garée la voiture de Mr. Keeper, la BMW. Une fois montée dans celle-ci, Suzy a de nouveau lutté avec force, comme le montre le témoignage du jogger. D'ailleurs, je ne veux pas présumer de comment je réagirais dans une telle situation, mais il me semble que je ne resterai pas sans rien faire. Bon, c'est facile de critiquer, mais quand le témoin dit « on aurait dit qu'elle grillait ou peut-être qu'elle criait », ça me fout un peu en rogne. Bref, les policiers n'ont jamais retrouvé cette BMW. En 2001, la police annonce qu'ils vont réexaminer les corps de 800 personnes non identifiées en utilisant l'ADN des parents de Suzy pour tenter de trouver un match. Sans succès, malheureusement. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne chose qu'ils aient fait ça. En novembre 2002, 16 ans après la disparition de Suzy, la police nomme leur premier suspect John Cannan. Et quand le grand public apprend ça, il n'a aucun mal à les croire sur parole. John Cannan ressemble au portrait robot. C'est vraiment saisissant. Personnellement, tout en lui me rappelle Ted Bundy. Ses bonnes manières, son éloquence, son besoin de séduire. On dit toujours que Ted Bundy faisait craquer les femmes. Bon, celles qui se sont amourachées de lui après son arrestation et pendant son procès, je vais rien dire là-dessus. Bonjour la solidarité féminine. Mais même avant ça, Ted Bundy n'était pas un sexe symbole. La plupart des femmes, elles sentaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas.
Elle discutait avec lui et au bout de quelques minutes, en deux-deux, il les mettait mal à l'aise. Et ben, c'est exactement, l'effet que me fait John Cannan. Il y a des photos et des vidéos de lui sur internet. Allez, jeter un œil. Moi, je trouve vraiment que c'est saisissant, quoi. En attendant, je vais vous raconter pourquoi les policiers pensent tenir leur coupable dans l'affaire Suzy Lamplugh. Peut-être d'abord revenir sur la vie de John Cannan, qui est né en 1954 dans une famille de classe moyenne. Il adore sa mère, elle le protège, mais par contre, il s'entend pas du tout avec son père. Dès l'âge de 14 ans, il agresse sexuellement une femme dans une cabine téléphonique dans la ville de Birmingham. L'année suivante, il quitte l'école sans diplôme, rejoint la Navy marchande et devient vendeur de voitures. Il est tellement fourbe qu'on l'appelle Billy Liar, Billy le menteur, un personnage de pièce de théâtre qui est caractérisé par sa mythomanie. Physiquement, il ressemble à Ted Bundy. Il est grand, de corpulence fine, brun, des yeux perçants et vides, à la fois super froids, des lèvres fines sur un même sourire qui se veut charmeur, mais qui est en réalité vraiment flippant. Ses sourcils noirs sont finalement plus épais que sur les portraits robots, mais les témoins avaient vu juste, hein, ils prennent beaucoup de place sur son visage. En 1978, il se marie avec sa petite amie de longue date et boit beaucoup. Il traîne dans les bars et les clubs de Birmingham. Et là où il vit, dans la région des West Midlands, la police répertorie 20 viols et agressions sexuelles en 2 ans. Le modus operandi est toujours le même. Le violeur attaque des femmes seules, propriétaires de maisons à vendre. Les viols cessent quand John Cannan rencontre sa maîtresse, pour qui il quittera sa femme, qui vient pourtant d'accoucher d'une petite fille. Mais à Noël 1980, sa nouvelle compagne lui annonce qu'elle va passer les fêtes chez son ex-mari avec leurs enfants. Et là, il devient jaloux, il se pointe chez elle à l'improviste avec une bouteille de champagne et charmant comme d'habitude. Mais quand elle le laisse entrer, il la menace avec un pistolet, la viole et l'étrangle en lui disant qu'il va la tuer. Heureusement, elle réussit à se libérer et elle est blessée, donc elle est emmenée à l'hôpital. John Cannan reste à ses côtés et lui confirme tout à fait calmement qu'il a bien eu l'intention de la tuer. Fin 1980, il est divorcé et ruiné. Il commence les braquages, vole surtout des petites sommes à droite à gauche. Ted Bundy aussi, hein, petite parenthèse, avant de devenir tueur en série et nécrophile, c'était un voleur, un violeur et un kidnappeur. C'est rare qu'ils commettent un seul type de crime, hein, ces gens-là. En février 1981, il braque le magasin d'une station essence, agresse une vendeuse avec un couteau, menace de la tuer et quand il entend son enfant pleurer dans la pièce d'à côté, il menace de faire du mal à l'enfant évidemment. Il fouille aussi son sac à la recherche d'espèces et il en est à peu près là quand la mère de la vendeuse arrive à ce moment-là dans le magasin. Donc il la menace à son tour, il l'attache et il viole sa fille, voilà, qui lui répète qu'elle est enceinte, mais lui, il en a rien à faire. Il s'enfuit et tente quelque chose pour ne pas être reconnu et capturé, hein. Il se rase les sourcils. Alors de ce que j'ai compris, il se fait il se rase les sourcils en plein milieu. Mais bon, finalement, ça marche pas. Il est arrêté et condamné à 5 ans de prison pour viol et 3 ans pour 2 cambriolages. Donc ça fait un total de 8 années de prison. Il est emprisonné dans une prison de Bristol où il est régulièrement attaqué par les autres détenus, comme le sont traditionnellement les violeurs et les pédophiles. Pour sa propre sécurité, il passe de longues périodes en isolement et finit sa peine dans une prison de Londres. John Cannon a été condamné à 8 ans de prison, mais il est finalement libéré après 5 ans seulement. De janvier à juin 1986, il est en liberté conditionnelle. C'est-à-dire qu'il est libre la journée et doit pointer le soir dans une prison ouverte située dans le quartier de Fulham, là où se situe la maison du 37 rue Shorrold. Il se dégote un emploi dans un théâtre où personne ne connaît son passé. Il enchaîne les rencarts et se vante de fréquenter une femme nommée Susu. Il a l'intention d'acheter une maison dans le quartier de Fulham qui lui plaît visiblement beaucoup. Il a accès à ce moment-là à une BMW et à une Ford Sierra rouge qu'il emprunte à un codétenu. Et retenez bien aussi le fait qu'il ait accès à la Ford Sierra rouge en plus de la BMW, c'est important.
À cette même époque, il couche avec son avocate et finit par porter plainte contre elle, le culot du gars quand même, et la menacer de mort. En mai 1986, une jeune femme de 27 ans, nommée Sandra Court, a passé la soirée dans un club au centre-ville de Bournemouth, qui est sur la côte sud de l'Angleterre, à presque 5 heures de route de Londres, donc c'est pas à côté. Sandra Court prend un taxi pour rejoindre le quartier résidentiel où habite sa sœur. Elle est vue pour la dernière fois vers 2h45 du matin, marchant pieds nus et alcoolisée sur le bord de route. Sa sœur n'était pas chez elle en fait, donc elle a sonné et elle s'est retrouvée à la porte, dans la rue. Son corps est malheureusement retrouvé le lendemain dans un fossé. Et l'affaire s'enlise et devient vite un cold case. Ce n'est que bien plus tard qu'on trouvera un ticket de parking prouvant que John Cannan était à Bournemouth le jour du meurtre de Sandra Court. Et 2 cheveux retrouvés en 2000, 14 ans plus tard, dans la Ford Sierra rouge, plus exactement au niveau de l'appui-tête et du tapis du siège passager, matchent avec l'ADN de la jeune femme. Mais la Cour, la justice, estimera que ces éléments sont insuffisants pour des poursuites pénales. 10 jours après le meurtre de Sandra, une lettre anonyme et qui décrit sa mort comme un accident est envoyée aux autorités. Les analystes en sont persuadés, l'auteur est gaucher et a tenté de déguiser son écriture en utilisant sa main droite. Et qui, à votre avis, est gaucher ? John Cannan, bien sûr. Mais là encore, ce n'est pas une preuve suffisante. John Cannan est officiellement relâché le 25 juillet 1986, 3 jours avant la disparition de Suzy Lamplugh. Ce soir-là, Suzy et son petit ami Adam passent une soirée en amoureux au restaurant, puis dans un pub, Prince of Wales. Suzy se fait voler une partie du contenu de son sac à main, ses cartes et son carnet de chèques. Or, qui a l'habitude de traîner dans ce bar à cette époque-là ? Je vous le donne en mille, John Cannan. Quelques jours après la disparition de Suzy, John Cannan se rend à Bristol et il loue un appartement. Il quitte Londres donc et il déménage à Bristol. Mais non seulement il a cet appartement qu'il loue, mais en plus il fréquente le bar d'un hôtel voisin où il donne rendez-vous à des femmes et se paie des moments avec elles, des nuits avec elles dans les suites la plus chères de l'hôtel qu'il paie à chaque fois cash. Il rencontre dans le bar de cet hôtel une patineuse artistique, Gilly Page, qu'il fréquentera pendant plusieurs mois. John, il lui demandait de garder secret leur lieu de rendez-vous, de dire à personne où ils se retrouvaient, etc. Mais elle ne l'écoutait pas et prévenait toujours ses proches des endroits où ils allaient. Et j'imagine qu'elle a dû se dire un paquet de fois qu'elle l'a échappé belle. En octobre 86, un homme agresse une femme sur un parking de la ville de Reading, à l'ouest de Londres. C'est le signe qu'il continue de rouler pour trouver des victimes, comme le font tous les tueurs en série. Il la force à quitter le siège conducteur pour la banquette arrière, conduit jusqu'à une zone industrielle, la viole, puis quitte les lieux en faisant du stop sur le bord de la route. Tranquille. Il est arrêté, mais la victime qui est sous le choc ne le reconnaît pas lors d'un line-up. Vous savez, quand les policiers montrent plusieurs potentiels coupables derrière une vitre sans teint. Et comme elle ne le reconnaît pas, il est relâché. Des tests ADN confirment pourtant que c'est lui, mais ces tests sont considérés comme peu fiables, peu sûrs par la justice. On est en 1986, donc il faut comprendre que les analyses ADN en sont à leur début. D'autres tests viendront confirmer 2 ans plus tard, en 1988, que c'est bien son sperme qui a été retrouvé sur la victime. Mais entre-temps, il a pu traquer, libre comme l'air, d'autres victimes. Fin septembre 1987, John Cannan s'inscrit dans une agence de rencontres. Comme les autres clients, il est filmé pendant qu'il répond à des questions. Tiré à 4 épingles, costard-cravate, toujours aussi proche des portraits robots, parfaitement rasé, et il s'exprime très bien. Il utilise un faux nom, John Peterson. Quand on lui demande qui est-ce qu'il admire, il dit Gandhi, le philosophe Bertrand Russell et le prince Charles. Alors, d'accord, il est éloquent, mais il dégage quelque chose de si bizarre que la femme qui l'enregistre est rassurée par la présence de son mari dans les locaux. Il la met si mal à l'aise que la vidéo ne sera jamais proposée aux femmes clientes de l'agence et merci pour elle.
Quelques jours plus tard, le 7 octobre 1987, un homme marche doucement vers une voiture sur un parking du centre-ville de Bristol. Au volant, Julie Holman, 30 ans, s'apprête à démarrer, mais elle est stoppée dans son élan quand l'homme en question la menace avec une arme à feu pointée sur son visage. Il lui dit « Fais ce que je te dis et il ne t'arrivera rien ». Mais ça ne sait pas ce qui lui a pris à ce moment-là, mais elle s'est mise vraiment en colère. Elle n'avait pas peur, elle était en colère et elle a réussi à le repousser à force de frapper ses mains qui passaient par la fenêtre. Par miracle, à un moment donné, elle a réussi à appuyer sur le bouton qui permet de fermer la voiture à clé. Alors à l'époque, c'était juste à côté des fenêtres, on avait un bouton qu'on pouvait enfoncer et ça fermait automatiquement les 4 portes. Elle se souviendra d'un homme froid, sans émotion, qui est reparti aussi calmement qu'il est arrivé. Les autorités sont persuadées qu'il s'agissait de John Cannan, car le lendemain soir, il enlève Shirley Banks après sa séance de shopping en plein Bristol. Elle venait de se marier 6 semaines plus tôt. Le lendemain matin, son mari appelle son travail et on lui annonce quelque chose d'étrange, de très effrayant. Elle vient d'appeler. Elle a appelé 15 minutes plus tôt pour dire qu'elle était malade et ne pouvait pas venir au bureau. Son mari contacte évidemment immédiatement la police. Shirley Banks a disparu et sa voiture aussi. 3 semaines plus tard, un homme tente de violer 2 femmes dans un magasin de Leamington Spa au sud de Birmingham. Il est poursuivi et il est retrouvé caché dans les toilettes, caché dans les chiottes. Je trouve que ça lui va bien comme arrestation. La police fouille son domicile et retrouve dans son garage la voiture de Shirley Banks, qui a disparu 3 semaines auparavant. Il a tenté de la repeindre et de changer la plaque d'immatriculation. Sa propre voiture est fouillée et on y retrouve une valise avec dedans une fausse arme à feu. Les empreintes de Shirley sont retrouvées sur un document dans son appartement. 6 mois plus tard, le corps de Shirley est retrouvé. On lui a enfoncé le crâne avec une roche. Enfin, John Cannan lui a enfoncé le crâne avec une roche. Des policiers de Londres vont à Bristol pour l'interroger. Malgré toutes les preuves contre lui, il dément formellement et invente une histoire peu convaincante. Shirley Banks aurait été tuée par un homme d'affaires de Bristol qu'il a rencontré puisqu'il lui a acheté la voiture de Shirley. Cannan ajoute que ce mystérieux homme d'affaires a aussi tué Suzy Lamplugh et une autre femme. Quand le policier lui demande si c'est lui le fameux homme d'affaires, il répond oui, puis non, et s'effondre. Les interrogatoires s'enchaînent. John Cannan adore appeler les enquêteurs par leur prénom, mais ces derniers ne s'y trompent pas. Et depuis, ils ont expliqué à plusieurs reprises que Cannan n'était pas aussi intelligent qu'il pensait l'être. Là encore, ça me fait penser à Ted Bundy. Un ego démesuré, la certitude d'être meilleur que les autres, enfin meilleur que les autres hommes, parce que les femmes ne sont rien de plus que des objets. En avril 1989, à l'âge de 35 ans, John Cannan est condamné à la prison à vie pour l'enlèvement et le meurtre de Shirley Banks, le kidnapping et le viol de la femme à Reading et la tentative d'enlèvement de Julie Holman. Mais Scotland Yard estime de nouveau ne pas avoir assez d'éléments pour le poursuivre dans l'affaire Suzy Lamplugh. 1 an plus tard, son ex-petite amie, la patineuse, raconte une anecdote qui fait froid dans le dos. Un jour, alors qu'ils étaient en voiture au sud de Birmingham, Cannan s'est arrêté dans la zone militaire abandonnée, appelée les baraques de Norton. En désignant les lieux d'un revers de main, il a lancé « C'est le genre d'endroit où Suzy Lamplugh pourrait être enterrée », avant de mettre ses mains autour de son cou et d'ajouter « C'est peut-être comme ça qu'elle est morte ». Mais là encore, les autorités l'assurent, ce n'est pas suffisant pour fouiller la zone. Cette décision éprouve les parents de Suzy qui expriment publiquement leur colère et leur détresse, ajoutant que le plus important reste qu'ils ne ressortent jamais de prison, qu'ils ne puissent plus jamais tuer. Finalement, une partie de l'ex-zone militaire sera fouillée pendant 5 jours en décembre 2000 avec des satellites pour voir si le sol a été dérangé, creusé, mais rien. En 2008, les policiers annoncent travailler sur une autre piste, celle de Steve Wright, un tueur en série emprisonné pour les meurtres de 5 travailleuses du sexe en 2006.
Car même si les victimes ont des profils très différents et que les modus operandi diffèrent aussi, accrochez-vous, Suzy et Steve se connaissaient. Ils travaillaient ensemble sur le bateau de croisière au début des années 80. Et Steve Wright a ensuite ouvert un pub dans la ville de Brixton où les deux se sont plusieurs fois retrouvés. D'ailleurs, l'ex-femme de Steve a affirmé qu'il était en permission, enfin qu'il était sur la terre ferme quand Suzy a disparu. Même le père de Steve Wright, son propre père, s'est mis à douter de son fils après avoir retrouvé une photo de Suzy et lui à l'époque. Mais bon, comme son fils a tué 5 personnes, on comprend qu'il ne lui fasse pas confiance. En 2012, les autorités annoncent que Steve Wright n'est pas, ou plus, un suspect dans l'affaire de Suzy Lamplugh. Je suppose qu'ils ont de bonnes raisons pour ça, et ce que je trouve d'autant plus effrayant, c'est qu'en fait, la pauvre a croisé la route non pas d'un tueur en série, mais de deux. Et en même temps, vous savez qu'aux États-Unis, il y a des sites qui répertorient tous les condamnés pour agression sexuelle. Et ben, si vous regardez la carte et que vous zoomez sur n'importe quelle ville, il y en a partout et je crois pas qu'on fasse mieux en France qu'en Angleterre ou qu'aux États-Unis. Si on pense à l'affaire française du moment, l'affaire Mazan, il y avait 50 gars dans un rayon de quelques kilomètres, prêts à violer une femme droguée. En octobre 2018, les autorités fouillent la maison où habitait la mère de John Cannan. La police scientifique monte des tentes dans le jardin et au-dessus du garage. L'endroit a déjà été fouillé en 2003 et 2004, mais cette fois, ils sont prêts à casser le sol si besoin. Mais 2 semaines plus tard, ils rangent leurs affaires et rentrent bredouille. En juillet 2019, de nouvelles équipes se rendent sur place avec des chiens, mais là encore, rien. La même année, John Cannan explique, enfin, a le culot de dire, je cite, je suis inquiet à l'idée que la police utilise la disparition de Suzy pour diminuer mes chances d'être libéré sur parole. En 2021, la famille de Suzy demande à ce que la police parle à Steve Wright. Ensuite, il y a David Videcchiti, un ancien de Scotland Yard, mais qui n'a jamais travaillé sur l'affaire, qui écrit à son tour un livre qui se veut porteur d'une nouvelle théorie. Et si elle n'était pas allée jusqu'à la maison? Il a parlé au neveu du voisin, donc celui qui aurait vu l'homme et la femme discuter devant le 37 rue Charles, donc devant la maison à vendre. Il a parlé au neveu de ce gars-là et l'homme n'aurait jamais explicitement dit qu'il avait vu Suzy. Enfin, dans ce créneau horaire-là, on se demande bien qui est-ce qu'il aurait vu d'autre. La théorie de l'auteur, c'est que Mr. Keeper aurait été inventé par Suzy pour s'enfuir. Suite à la publication de ce livre, Jim Dickey, qui a été, lui, sur l'affaire pendant 6 ans, réagit, se sent obligé de réagir et explique que non, non, c'est bien Cannan, John Cannan, le suspect numéro 1. C'est juste que la justice estime qu'elle n'a pas assez d'éléments pour le poursuivre. Pour en avoir la certitude, donc une certitude valable aux yeux de la justice, il faudrait évidemment avoir des éléments matériels, même si les preuves circonstancielles sont quand même assez convaincantes. En juin 2022, de nouveaux prélèvements sont faits sur la Ford Fiesta blanche à partir d'une empreinte, mais depuis, pas de nouvelles. En 2024, John Cannan, affaibli depuis un AVC en 2022, est devenu éligible à la libération conditionnelle, mais sa demande a été refusée. A priori, elle n'était pas refusée tout de suite, mais ceux qui étudiaient sa demande ont vu qu'il avait écrit des histoires où il racontait des viols, etc. Et ils se sont dit peut-être qu'on va pas le relâcher finalement. Mais John Cannan ne sortira jamais de prison parce qu'il vient de mourir. Le 6 novembre 2024, il y a 1 mois et demi, emportant avec lui ses secrets. Et je le soupçonne d'avoir fait un plus grand nombre de victimes encore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve, au risque de me répéter, qu'il a tout d'un Ted Bundy britannique et ce n'est pas un compliment. Depuis des années, j'écris et je lis sur des affaires criminelles et je note que la plupart du temps, les femmes qui survivent à l'agression d'un tueur en série
Soit elles ont lutté de toutes leurs forces pour ne pas le suivre. En vrai, il ne faut jamais suivre, c'est vraiment la première règle de survie. Soit une fois kidnappées, elles ont tenté de créer un lien avec leur bourreau. Bon, je suis persuadée qu'il y a des femmes qui ont fait les 2 et qui ont été tuées quand même, hein. Mais ce qui est super triste dans cette affaire, c'est que si on en croit les témoins, Suzy Lamplugh a tenté de se défendre, de s'arracher des griffes de son meurtrier au point de klaxonner, mais le témoin, il dit: «C'était vraiment des longs coups de klaxon, quoi». C'était pas, pas vous faire le klaxon, mais c'était très appuyé. Donc elle a tenté de se défendre au point de klaxonner, de conduire n'importe comment et de hurler. Le fait que personne ne l'ait aidée en centre-ville un lundi midi, alors qu'elle n'aurait pas pu faire davantage de bruit, ça me heurte vraiment. Devenir victime, c'est une histoire de circonstances. Il ne faut pas être au mauvais endroit, au mauvais moment, car les prédateurs rôdent. Sur cette note peu réjouissante, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était le dernier épisode de cette année 2024. Je vous souhaite de passer un bon réveillon et je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire de disparition et prenez soin de vous.